L'histoire se déroule à Cotonou, au Bénin, précisément dans le quartier chic de Kadjehoun. Dans ce quartier trône l'un des salons de coiffure les plus réputés de la ville, Divine Beauté, appartenant à une femme d'affaires influente du nom de Madame Hortense. Son salon est un lieu de prestige où l'on vient non seulement se faire coiffer, mais aussi acheter des produits de beauté haut de gamme. Ce jour-là, 3 apprenties coiffeuses travaillaient dans le salon. Clarisse, la plus ancienne et expérimentée. Nadège, une jeune femme enthousiaste, et Afi, la dernière recrutée. L'après-midi était chargé, les clientes affluaient et l'ambiance était animée. Soudain, une magnifique voiture noire, aux vitres teintées, s'arrêta devant le salon. Une femme éblouissante en descendit. Grande, élégante, sa peau luisait d'une beauté surnaturelle. Ses yeux envoûtaient d'un simple regard. Dès qu'elle entra dans le salon, un silence s'installa. Tous les regards étaient tournés vers elle. Elle prit son temps, balayant la pièce du regard, avant de demander d'une voix douce, mais autoritaire. « Qui est la patronne ?»« Ici. » Clarisse, toujours prompte à répondre, l'informa que Madame Hortense était dans son bureau. La belle dame fut alors conduite vers la propriétaire du salon. Quelques instants plus tard, Madame Hortense sortit de son bureau avec un sourire satisfait. « Mes filles, voici Madame Ivana. Elle souhaite des rastas, mais elle préfère être coiffée chez elle pour plus de discrétion. Vous allez l'accompagner et revenir aussitôt après. » Elle remit une somme d'argent généreuse à Madame Hortense, achetant des mèches et quelques produits de beauté. Hortense, ravie, donna des instructions précises aux 3 filles. Clarisse et Nadège furent choisies pour suivre Ivana, tandis qu'Afi restait au salon. Ivana les mena à sa voiture et démarrera. Le véhicule glissa silencieusement sur la route. Clarisse et Nadège remarquèrent vite qu'elles quittèrent la ville et entraient dans des zones peu peuplées. Mais elles n'osaient rien dire, convaincues qu'une femme aussi raffinée ne pouvait qu'avoir une somptueuse villa à l'écart. Après une longue route, elles arrivèrent enfin devant une immense demeure immaculée. Tout était blanc, le portail, les murs, le carrelage. Un homme silencieux vint leur ouvrir. Elles entrèrent et furent dirigées vers un grand salon luxueux. Dans un coin se trouvait un espace aménagé pour la coiffure. Ivana montra une photo du modèle de rastas qu'elle voulait, et les filles commencèrent à tresser. Les heures passaient, mais quelque chose clochait. « Nadège, tu as remarqué, la tête de cette femme ne finit jamais. Elle coiffait encore, mais la tête d'Ivana semblait infinie. » Fatiguée, Nadège accepta de boire du jus offert par Ivana. Clarisse, plus méfiante, refusa. Dès que Nadège avala sa boisson, ses paupières devinrent lourdes et ses gestes lents. Clarisse, je me sens bizarre. Clarisse, inquiète, voulut arrêter la coiffure. Mais Ivana se leva d'un coup. Ses yeux changèrent, devenant d'un noir abyssal. Vous ne partirez plus d'ici. Vous êtes à moi. Elle attrapa Clarisse par le cou d'une main et la souleva sans effort. Une force surhumaine se dégageait d'elle. Clarisse suffoquait, sentant sa vie lui échapper. Dans un ultime sursaut de lucidité, elle hurla « Jésus, sauve-moi !» Une lumière éblouissante jaillit. Ivana hurla de rage et projeta Clarisse contre un mur, le noir complet. Quand Clarisse ouvrit les yeux, elle était dans un hôpital. Des voix inquiètes l'entouraient. Sa patronne, Madame Hortense, était là, ainsi que quelques collègues. « Clarisse, ma fille, depuis une semaine, tu avais disparu. » Clarisse était bouleversée. « Et Nadège ?» Un silence pesant s'installa. Un pêcheur répondit doucement. « Je t'ai trouvé inerte sur la plage, mais ton amie,
On ne l'a jamais revu. Un prêtre qui assistait la famille lui expliqua que la femme qui les avait piégés était une sirène des eaux. Elle avait emmené Nadège dans son royaume sous-marin pour la retenir à jamais. Clarisse trembla de tout son corps. Elle comprit que son refus de boire et d'accepter la situation l'avait sauvée. Mais elle ne pourrait jamais oublier Nadège, prisonnière des profondeurs. Depuis ce jour, elle ne coiffa plus jamais après le coucher du soleil et priait chaque jour pour son ami disparu. Moralité. Dans ce monde, tout ce qui brille n'est pas or. Soyez toujours vigilants et priez sans cesse. En Afrique, certaines personnes appartiennent au peuple des eaux sans le savoir. Voici une autre histoire. Écoutons ensemble. Tout a commencé un soir, dans une petite ville côtière nommée Koran Bey, là où la mer est aussi belle qu'insondable. Aïcha, une jeune fille de 20 ans, avait une routine bien rodée. Après l'école, elle devait passer au marché, acheter du pain et quelques fruits avant de rentrer chez elle. Chaque jour, au détour d'une ruelle, elle croisait un vieil homme étrange que tout le monde appelait Baba Songo. Certains disaient qu'il était un simple mendiant, d'autres murmuraient qu'il était un sorcier. Aïcha, elle, n'écoutait pas les rumeurs. Elle avait pris l'habitude de lui donner une partie de son pain et quelques bananes. Un soir, alors qu'elle répétait son geste habituel, Baba Songo l'arrêta d'un regard perçant. « Ce soir, ne rentre pas par le chemin habituel, l'eau t'appelle, mais elle te mettra à l'épreuve. » Aïcha fronça les sourcils. C'était une phrase étrange, mais elle n'y prêta pas attention. Pourtant, alors qu'elle traversait un petit pont, surplombant une rivière, une force invisible la happa. Tout devint noir. Quand elle ouvrit les yeux, elle n'était plus sur le pont. Elle se trouvait sous l'eau, mais elle respirait. Tout autour d'elle, un monde surréaliste prenait vie. Des créatures mi-humaines, mi-poissons, l'observèrent avec curiosité. Un homme à la peau scintillante, vêtu d'un habit au reflet d'écume, s'approcha. « Tu es l'une des nôtres », déclara-t-il d'une voix résonnante. « Non, je suis humaine », protesta Aïssata, affolée. L'homme l'observa longuement avant d'ordonner « Enfermez-la, son jugement aura lieu à l'aube ». Le cœur d'Aïcha tambourinait dans sa poitrine. Que lui voulait-on? Pourquoi était-elle ici? Le lendemain, elle fut menée devant un tribunal sous-marin. Un vieil être aux yeux perçants, trônant sur un coquillage géant, lui posa 3 questions. Qui sont tes ancêtres? Qu'aimes-tu le plus dans la vie? Si nous te rendons à la surface, que changeras-tu? Aïcha se souvint des paroles de Baba Songo. Elle choisit ses mots avec soin. Elle parla de ses racines, de son amour pour la famille, des petites joies de la vie. Elle promit de ne plus jamais ignorer les signes du destin. Le vieil être hocha la tête et fit un geste. En un instant, Aïcha se sentit emportée par un courant puissant. Quand elle reprit conscience, elle était allongée sur la plage. 3 jours s'étaient écoulés. Sa famille, affolée, avait signalé sa disparition. Personne ne croyait à son histoire, sauf Baba Songo. Tu as vu ce que beaucoup ignorent, mais souviens-toi, l'eau n'oublie jamais. Depuis ce jour, Aïcha ressentait quelque chose de différent en elle. Son toucher semblait guérir les blessures, et lorsqu'elle se trouvait près de l'eau, elle avait l'impression d'entendre des murmures. Alors, rêve ou réalité? Passons à l'histoire suivante. Il était une fois, dans la pittoresque ville côtière de Port-Gentil, une jeune fille nommée Sandra. En 2017, à l'âge de 17 ans, Sandra était une lycéenne pleine de vie et de curiosité. Elle fréquentait le lycée Saint-Exupéry, un établissement réputé de la ville, où elle fit la rencontre d'un camarade de classe prénommé Kevin.
Kevin était un garçon charmant, toujours souriant, et il portait au poignet un bracelet magnifique qui ne manquait jamais d'attirer l'attention de Sandra. Le bracelet était orné de perles colorées et de petits coquillages, et il semblait briller d'une lueur mystérieuse. Sandra, fascinée par ce bijou, ne pouvait s'empêcher de l'admirer chaque fois qu'elle croisait Kevin dans les couloirs du lycée. Un jour, poussée par une curiosité insatiable, elle décida de demander à Kevin s'il accepterait de lui offrir le bracelet. Kevin, d'abord surpris par cette requête, refusa poliment, expliquant que ce bracelet était un cadeau précieux offert par une amie très chère. Il ajouta que ce bijou n'était pas ordinaire et qu'il était lié à des esprits et des ossements. Une histoire qui semblait tout droit sortie d'un conte fantastique. Sandra, persuadée que Kevin inventait une excuse pour ne pas se séparer de son trésor, insista avec détermination. Après plusieurs jours de supplications, Kevin finit par céder et offrit le bracelet à Sandra, non sans une certaine réticence. Dès que Sandra attacha le bracelet à son poignet, elle ressentit une étrange sensation, comme si une force invisible l'enveloppait. Elle ne savait pas encore que ce simple geste allait bouleverser sa vie de manière inimaginable. Les semaines passèrent, et Sandra commença à remarquer des changements inquiétants dans sa vie quotidienne. Elle, qui avait toujours été une élève studieuse et appliquée, se retrouvait soudainement incapable de se concentrer sur ses études. Les nuits étaient agitées, peuplées de rêves étranges et de visions troublantes. Elle voyait souvent un serpent enroulé autour d'un poisson blanc, une image qui la hantait même en plein jour. Sandra échoua à son baccalauréat cette année-là, et les 2 années suivantes, elle subit le même sort. Chaque fois qu'elle se préparait pour les examens, elle sentait une présence étrange autour d'elle, comme si quelque chose essayait de la distraire et de la déstabiliser. Sandra et sa petite sœur, Léa, avaient l'habitude de se raconter des histoires effrayantes pour passer le temps. Un soir, Léa lui parla d'une amie qui avait été interdite d'aller à la plage après avoir vécu des expériences surnaturelles. Cette amie possédait un pouvoir étrange. Elle pouvait contrôler les gens avec son regard, les forçant à baisser les yeux d'un simple coup d'œil. Intriguée et quelque peu sceptique, Sandra et Léa décidèrent de tester cette capacité sur elles-mêmes. À leur grande surprise, elles découvrirent que cela fonctionnait réellement. Elles pouvaient, par la seule force de leur regard, faire baisser les yeux de leurs camarades de classe. Un jour, poussées par une curiosité grandissante, les 2 sœurs décidèrent de tester une légende locale. Selon la rumeur, si vous jetiez des bonbons, des pièces de monnaie et une bouteille de cola dans la mer, tout en faisant un vœu, vous pourriez voir une sirène apparaître devant vous. Armées de bonbons et de pièces, elles se rendirent à la plage de Port-Gentil, espérant vivre une aventure extraordinaire. Malheureusement, elles ne trouvèrent pas de cola, mais elles jetèrent quand même les bonbons et les pièces dans l'eau, espérant que cela suffirait à attirer la créature mythique. Quelques jours plus tard, Sandra commença à faire des rêves encore plus étranges et vivides. Elle voyait le serpent et le poisson blanc, mais cette fois, le serpent semblait lui parler, dans une langue inconnue. Sandra continua à porter le bracelet et à parler à un coquillage qu'elle avait trouvé sur la plage, comme si c'était un téléphone magique lui permettant de communiquer avec les esprits de la mer. Elle se sentait de plus en plus connectée à un monde invisible, un monde qui semblait vouloir prendre le contrôle de sa vie. Les choses empirèrent lorsqu'elle commença à sentir des présences la nuit dans sa chambre. Léa ressentait la même chose, et elles avaient peur de se lever pour aller aux toilettes, craignant de croiser une entité malveillante dans l'obscurité. Un jour,
Leur tante, Marie, une femme sage et spirituelle, remarqua les changements dans le comportement de Sandra. Inquiète, elle décida d'emmener sa nièce à une retraite spirituelle dans un monastère situé près de la mer. Là-bas, Sandra vécut des expériences intenses et libératrices pendant les prières et les méditations. Elle fut finalement délivrée des esprits qui la tourmentaient, grâce à l'aide précieuse du Père Jean, un prêtre dévoué et bienveillant. Le Père Jean expliqua à Sandra qu'elle avait attiré ces esprits par sa curiosité et ses actions imprudentes. Il lui fallut beaucoup de prières, de méditation et de délivrance pour s'en sortir. Sandra dut se séparer du bracelet, du coquillage et de toutes les images étranges qu'elle avait sur son téléphone. Elle apprit à se protéger des influences néfastes et à renforcer sa foi pour ne plus jamais être tentée par les forces obscures. Aujourd'hui, Sandra est une jeune femme épanouie et sereine. Elle est reconnaissante d'être libérée de ces influences néfastes et de pouvoir enfin vivre une vie paisible. Son histoire est un témoignage poignant de la puissance de la foi et du danger de la curiosité mal placée. Elle rappelle à chacun l'importance de respecter les forces invisibles qui nous entourent et de toujours chercher la lumière dans les moments de doute et de tourmente. J'espère que cette version enrichie de l'histoire vous plaît et qu'elle saura captiver ceux qui la liront. Une dernière histoire pour aujourd'hui. Il était une fois, dans un village lointain, un homme nommé Ama. Ama n'était pas un homme ordinaire, car il était marié à une sirène, Balbina, qui pouvait prendre forme humaine. Leur union était le fruit d'une tradition ancestrale, transmise de génération en génération dans la famille d'Ama. Un jour, Balbina disparut sans laisser de traces. Ama, inquiet, attendit son retour pendant des jours, puis des semaines. Mais Balbina ne revenait pas. Désespéré, il décida de consulter Papa Oba, le sage du village, connu pour sa sagesse et ses pouvoirs mystiques. Papa Oba, après avoir écouté Ama, lui révéla que Balbina était partie à cause de son manque de respect pour certains rituels sacrés. Elle détestait l'odeur du tabac qu'Ama fumait souvent et se sentait trahie par ses infidélités. Pour la faire revenir, Ama devait accomplir un rituel spécifique. Ama se rendit au marché et acheta tout ce qui était nécessaire. Des noix de cola, des boissons, des bonbons, des pagnes et de l'argent. Puis, accompagné de Papa Oba, il se rendit dans une forêt sacrée à 50 kilomètres de là pour accomplir le rituel. Sous la lueur de la lune, Ama appela Balbina, implorant son retour. Après avoir passé la nuit dans la forêt, ils rentrèrent au village, et Papa Oba assura à Ama que Balbina reviendrait bientôt. Mais les jours passèrent, et Balbina ne revenait toujours pas. Furieux, Ama retourna voir Papa Oba et décida de porter plainte au tribunal des esprits, une institution respectée dans le village. Le juge des esprits convoqua Papa Oba et, après avoir écouté les deux parties, ordonna que le rituel soit refait devant lui et ses avocats. Cette fois-ci, c'est le tribunal qui fournit tout le nécessaire pour le rituel. Ils se rendirent à la rivière sacrée, et Papa Oba accomplit le rituel sous la surveillance du juge et des avocats. 2 jours plus tard, Ama revint voir le juge pour le remercier. Balbina était revenue, mais elle n'était pas la même. Ama ne reconnaissait pas son visage et sentait que ce n'était pas elle. Le juge lui expliqua que parfois, les sirènes envoient une autre entité pour les remplacer. Ama comprit qu'il devrait vivre avec cette nouvelle réalité, acceptant que l'original ne reviendrait peut-être jamais. Et c'est ainsi qu'Ama continua sa vie avec cette nouvelle sirène, apprenant à accepter les mystères
et les caprices du monde des esprits. Chers abonnés, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre fidélité et votre soutien constant. Vous êtes bien plus que des lecteurs. Vous êtes une communauté précieuse qui donne vie à ces histoires et les rend si spéciales. Votre engagement, vos commentaires et votre enthousiasme sont une source d'inspiration inestimable pour moi. C'est grâce à vous que je trouve la motivation de continuer à partager ces récits, et je suis honoré de pouvoir compter sur votre présence à chaque étape de ce voyage. Votre soutien ne passe pas inaperçu, et je suis sincèrement reconnaissant pour chaque moment que vous passez à lire, à écouter et à partager ces histoires. Vous êtes les véritables héros qui donnent à ces contes une âme et une portée bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Merci d'être là, et que votre journée soit aussi merveilleuse que vous l'êtes pour moi. Avec toute ma gratitude, j'espère que ce message transmet votre reconnaissance et votre appréciation à vos abonnés.